Merci Philippe Bas de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de la Manche, membre du groupe Les Républicains. Et on va commencer en parlant de la réforme des retraites. Elisabeth Borne qui a donc déclaré hier lors des questions d'actu que le gouvernement a déposé un amendement pour les 20-21 ans qui pose le principe que dès lors qu'est atteint l'âge de départ anticipé, la réforme ne prévoit pas pour les carrières longues de durée de cotisation supérieure à 43 ans. C'est un nouveau pas vers les Républicains ? C'est en tout cas un pas vers ceux qui ont commencé à travailler très tôt et qui ne doivent pas avoir l'obligation de travailler 45 ans, 46 ans pour atteindre l'âge de la retraite à taux plein. Et je crois que quand on fait une réforme comme celle-ci, pour nécessaire qu'elle soit, et qui nous rapproche d'ailleurs de ce qui est la règle dans tous les pays européens, il faut regarder un peu au-delà de nos frontières. Eh bien, quand on fait une réforme comme celle-ci, l'impératif de justice doit évidemment être au cœur du dispositif. Cette réforme... Il faut aller plus loin, juste dans cet impératif de justice, parce que là, les 17 ans devront cotiser 43 ans, mais ceux qui ont commencé à 16 ans doivent toujours cotiser 44 ans. C'est un problème pour vous ? C'est-à-dire que, en réalité, il y a un moment où les mesures d'équilibrage ne doivent pas être telles qu'elles en viennent à mettre en péril l'intérêt de la réforme pour tous les Français. Quand même, cet intérêt est clair. Ça veut dire qu'alors qu'il y a de moins en moins de cotisants, de plus en plus de retraités qui vivent de plus en plus longtemps, on garantit que, à partir d'un certain âge et d'une certaine durée de cotisation, on aura bel et bien une retraite dont le montant sera indexé sur les prix, c'est-à-dire qu'on ne perdra pas de pouvoir d'achat, comme ça a été le cas ces 6 dernières années. Et ça, c'est une nécessité d'intérêt collectif qui bénéficie non pas aux gens qui ont un gros patrimoine et qui, bien sûr, sont heureux d'avoir une bonne pension de retraite, mais surtout aux gens qui vivent exclusivement de leur pension de retraite, donc, qui payent un loyer, etc. Il faut être attentif à ce que toutes les mesures de justice que nous allons prendre ne soient pas des mesures qui déséquilibrent la réforme. J'ai envie de vous dire une chose que je crois très importante. Parce que, en matière de réforme des retraites, il n'y a pas le grand soir. Il y a un ajustement qui doit se faire régulièrement pour que les réformes soient progressives et soient liées à la situation économique. Quand il y a une grande croissance, les cotisations rentrent à flot dans les caisses de retraite. Quand il y a du chômage, les cotisations baissent. Quand il y a beaucoup de naissances, on se dit dans 20 ans, j'aurai des cotisants. Quand il y a peu de naissances, etc. Quand il y a beaucoup d'immigration, quand il y a peu d'immigration. Et pour ceci, il faut régulièrement prendre des mesures. Si on ne l'a pas fait pendant plus de 10 ans, comme ça a été le cas, alors on se retrouve avec des réformes plus dures qu'elles ne l'auraient été, parce que moins progressives, parce qu'on n'a pas le temps de s'adapter. Et on est en train, aujourd'hui, de payer le prix de la lâcheté dont on a fait preuve pendant 10 ans. Et si les Français sont mécontents, c'est pas parce qu'on réforme les retraites. À mon avis, c'est parce qu'on ne les a pas assez réformées progressivement pour qu'elles soient moins douloureuses. Il y a un vote qui a eu lieu cette nuit, c'est le vote de l'article 2 sur l'index senior. Les députés l'ont rejeté et une quarantaine de députés, les Républicains, ont rejeté l'instauration de cet index senior. Vous comprenez ce vote ? Oui, parce que cette disposition qui, malgré tout, pour faire travailler les gens plus longtemps en entreprise, pour garder davantage les seniors en entreprise, n'a qu'une valeur informative. Il s'agissait de mesurer l'évolution de la présence des salariés les moins jeunes ou les plus âgés dans l'entreprise et uniquement pour les grandes entreprises. Ceci est un instrument qui aide à la décision, mais ça n'est pas une contrainte exercée sur l'entreprise pour le maintien des seniors dans l'entreprise. Et on voit mal pourquoi on met une disposition de ce genre dans une loi dont je vous rappelle qu'elle s'appelle loi de financement de la sécurité sociale. Je connais bien ces lois, puisque c'est le gouvernement d'Alain Juppé, en 1996, qui a révisé la Constitution pour qu'il y ait d'un côté le budget de l'État, de l'autre le budget de la sécurité sociale et de la retraite. Et ces lois sont faites pour équilibrer les recettes et les dépenses. Alors cette mesure, est-ce qu'elle sert à équilibrer les recettes et les dépenses ? Les députés ont fini par se dire c'est intéressant, certainement, de créer cet instrument. On n'a pas besoin de la loi pour le faire et encore moins d'une loi de financement. Ça veut dire que vous ne soutiendrez pas au Sénat non plus ? C'est-à-dire que
je vais vous dire, je ne dis pas que la mesure est inutile, mais je dis qu'elle n'a rien à faire dans un texte de cette nature. Et d'ailleurs, si un parlementaire faisait un amendement pour la créer, il n'est pas certain que le Conseil constitutionnel ne l'annulerait pas en disant mais ça n'a rien à faire dans une loi de financement de la sécurité sociale. Donc il y avait un risque d'inconstitutionnalité si cette mesure était votée ? Je le crois. Un dernier mot, puisque Aurélien Pradié, qu'on entend beaucoup, a été mis en minorité hier lors du bureau politique de votre parti, qui a voté à la grande majorité son soutien à la réforme. Est-ce qu'il peut continuer à exprimer autant ses réticences sur le texte en étant vice-président ? Mais c'est une question qui se pose. Il y a maintenant, très clairement, et plus encore depuis hier matin, une ligne politique de LR. Quand c'est sur un sujet un peu périphérique, on peut comprendre que chacun avance avec sa propre opinion. Quand il s'agit d'un sujet central pour la vie de la nation, il me semble que la retraite touche tous les Français, que c'est donc un sujet central pour la vie de la nation, alors on prend ses responsabilités. M. Pradié est parlementaire, il a parfaitement le droit d'avoir des positions autonomes, mais il n'a pas le droit de s'exprimer au nom de LR. Donc c'est quoi ? Il doit quitter les LR ou il doit quitter la vice-présidence ? Ça veut dire que au moment de vérité du vote de la réforme, s'il n'est pas sur la ligne de LR, il n'a aucune qualification pour être le porte-parole de LR. Ça, c'est certain. Donc quitter la direction. Mais il peut rester au sein du parti. Mais écoutez, au sein du parti, chacun peut avoir son opinion propre. Mais il faut être clair pour les Français. Les Français, ça les trouble de se dire, mais alors ce parti, quelle est sa position ? C'est celle de M. Pradié ? C'est celle qui a été votée par son bureau politique ? Eh bien, je réponds, c'est celle qui a été votée par son bureau politique. Et ceux qui n'ont pas la même position ne parlent pas au nom de LR. Il affaiblit la crédibilité des Républicains ? Pardon ? Il affaiblit la crédibilité des Républicains ? Je crois en effet qu'à un moment donné, des voix discordantes sur un sujet essentiel qui est un vrai marqueur politique n'ont pas leur place à la direction du parti. Je suis assez ferme là-dessus. Et c'est très clair. On va passer à l'actualité du Sénat, puisqu'hier vous avez auditionné Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sur la réforme de la police judiciaire. On voit ça avec Audrey Vuettez. Bonjour Audrey. Bonjour. Et Audrey, Gérald Darmanin était donc auditionné hier par la commission des lois du Sénat dans le cadre d'une mission d'information sur l'organisation de la police judiciaire. C'était une sorte de point d'étape ? Oui, car vous le savez, le ministre de l'Intérieur porte un grand projet de réforme de la police nationale et par voie de conséquence de la police judiciaire. Et c'est ce point qui cristallise l'inquiétude des syndicats. Ils ont notamment peur qu'on enlève des moyens à la PJ qui s'occupe normalement du grand banditisme pour les affecter aux affaires courantes. Ça a donné lieu à plusieurs rapports. Le premier de l'Assemblée nationale, il y en a aussi un du Sénat avec les travaux de votre collègue Philippe Dominati, des rapports aussi des inspections générales de la justice et de la police nationale, le tout avant les conclusions d'une mission d'information du Sénat à ce sujet. Bref, il était temps de poser un peu les choses à plat et de rassurer. Le ministre l'a rappelé à plusieurs reprises, il assure que la PJ restera bien dans son rôle. Écoutez. Le Duspect s'occupera du Duspect, on ne va pas les utiliser. Voilà, quand vous avez la chance d'avoir de grands artistes, vous les mettez pas évidemment à faire autre chose, bien sûr, dans la semaine. Si j'ose dire, c'est la sécurité publique qui devrait avoir un petit peu peur de cette réforme, parce que c'est pas, contrairement à ce que pense la PJ qui sera mis au service de la sécurité publique, mais l'inverse. C'est les agents de sécurité publique qui seront beaucoup plus nombreux, qui seront plus utilisés par la PJ pour faire des interpellations. Et ça laisse aux policiers du haut du spectre les grandes affaires, mais ils utilisent les policiers qui ne sont pas des policiers spécialisés de police judiciaire concourir à l'affaire, parce que pour faire des perquises, vous n'avez pas besoin d'avoir toujours des policiers du haut du spectre. Monsieur Bas, est-ce que vous pensez que les propos du ministre de l'Intérieur sont en mesure de rassurer les syndicats ? Je n'en suis pas certain. D'ailleurs, il reconnaît lui-même que la police judiciaire, dans son ensemble, n'est pas favorable à certaines modalités de cette réforme. Les réformes de l'administration relèvent du ministre. Nous, Parlement, nous les contrôlons parce que nous avons une mission constitutionnelle de contrôle. Ce qui nous inquiète dans cette réforme,
c'est l'impact qu'elle peut avoir sur l'exécution des enquêtes sous l'autorité des procureurs d'une part et des juges d'instruction de l'autre. C'est la disponibilité de la police judiciaire pour l'accomplissement de tous ces actes d'enquête. Or, vous le savez bien, les violences sur les personnes ne cessent d'augmenter, la délinquance s'aggrave et les vocations des policiers qui rejoignaient avec fierté jusqu'aux années récentes la police judiciaire, eh bien, le font de moins en moins. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a d'énormes contraintes dans la vie personnelle de chacun, dans ce métier d'enquêteur, alors qu'il est intellectuellement très intéressant, très motivant sur le plan du service de la nation. Il y a aujourd'hui un problème de vocation. Alors, vous prenez ce problème de vocation, vous faites une réorganisation qui jette le trouble. Les procureurs et les magistrats s'inquiètent. Vous ne pouvez pas considérer que tout est bien. J'ai bien entendu aussi le directeur général de la police nationale. C'est un homme qui est très proche des policiers, qui a fait un travail tout à fait remarquable pour réorganiser. Mais je crois qu'il y a dans cette réforme une sorte d'angle mort, et ça n'est pas simplement des propos suaves qui vont corriger cette impression que l'on prend un risque sur l'organisation des services enquêteurs avec cette réforme. Je crois qu'il faut remettre l'ouvrage sur le métier afin d'apporter, non seulement en parole, mais aussi en acte, des réponses aux attentes. Audrey, est-ce que le ministre est d'accord pour avoir sa copie ? En tout cas, il a fait quelques petites annonces hier. Il n'est pas fermé à l'idée de créer une filière judiciaire nationale, comme le propose le Sénat ou l'Assemblée. Il est aussi d'accord pour reprendre 19 préconisations des inspections générales à la lumière des expérimentations qui ont déjà eu lieu en Outre-mer. Et sur la géographie d'action de la PJ, il est aussi d'accord pour faire un geste, un petit rappel. Avec la réforme, beaucoup craignent que la PJ soit cloisonnée à l'échelle du département, alors que le crime organisé est mondialisé et se complexifie. Écoutez la réponse du ministre. Moi, j'entends ce que disent ceux qui contestent. Dire, voilà, la direction départementale de la police nationale, pour nous, ça ne va pas dans certains départements parce que c'est trop petit. Alors j'ai toujours dit que c'était ma vocation régionale ou zonale, mais manifestement, je m'exprime mal ou je suis mal entendu ou on n'a pas tout à fait... Donc, ce que je propose, peut-être en m'inspirant des rapports à la fois du ministère, du Sénat et de l'Assemblée, c'est que je proposais aux organisations syndicales de faire des propositions de modification. Voilà, s'ils pensent qu'il y a un périmètre de PJ qui peut être légèrement différent que ce qu'on a imaginé, regardons-le. Et puis un dernier point, Oriane, qui a été mis en lumière par cette audition et surtout par la réforme, ce sont les stocks. Les stocks, ce sont les affaires non traitées. Il y en aurait en France plus d'1 500 000. Alors, le ministre a tenté une explication. Écoutez. La difficulté que nous avons, elle est importante. C'est que nous avons une multiplicité désormais de contentieux et bien sûr les violences conjugales ont complètement changé la façon de fonctionner de la police et de la gendarmerie, puisque nous avons dit désormais aux policiers et aux gendarmes, non seulement vous ne prenez plus aucune main courante, mais vous déposez tout en plainte, ou en ouverture, si c'est un signalement pour que le procureur de la République puisse faire évidemment une poursuite. Et par ailleurs, vous vous concentrez sur les plaintes physiques, les plaintes qui touchent les personnes, et on verra les plaintes des biens plus tard. Bon, je caricature, mais c'est grosso modo... chacun comprend qu'il vaut mieux s'occuper des personnes que des biens quand on doit faire 2 urgences. Du coup, les stocks, c'est surtout des stocks de biens. Surtout des stocks de biens, mais quand même, Philippe, 1 500 000 affaires non traitées en France. C'est phénoménal. Et ça interroge sur la capacité d'une grande démocratie à porter ses moyens à la hauteur des attentes de la population. Parce que par les stocks, par les flux, c'est technocratique. En réalité, derrière ceci, il y a quand même des plaintes de personnes qui ont des motifs de demander secours.
à la police et à la justice. Donc on ne peut pas se satisfaire d'une telle situation. Et même si le ministre dit on a maintenant mieux fait comprendre en cas de violence conjugale qu'il faut ne pas se contenter d'une main courante, mais bien sûr créer une plainte. Mais il ne suffit pas en quelque sorte de se plaindre qu'il y a plus de plaintes enregistrées pour les violences conjugales. Il faut se mettre en mesure que les enquêtes aient lieu et que les poursuites se fassent. Merci Audrey. Merci. À tout à l'heure. Oui, on va parler de la réforme et peut-être d'une possibilité pour les paramédicaux de faire des actes à la place des médecins. On parle accès aux soins. Merci beaucoup Audrey. À tout à l'heure. On va aller voir l'actualité dans nos régions. On va du côté de Poitiers. Avec plaisir. On retrouve Philippe Blanchard. On retrouve Delphine Blanchard, de la Nouvelle République. Bonjour Delphine. Merci beaucoup Delphine d'être avec nous. Et en une, Delphine, vous nous proposez un reportage sur les détenus en fin de peine qui se réinsèrent. Oui, tout à fait. Roger et Édouard sont arrivés le 12 janvier 2023, Youssef le 26 janvier. Ces 3 détenus en fin de peine sont les premiers résidents de la ferme Emmaüs Maisoncelles, en pleine campagne près de Lusignan, à quelques kilomètres de Poitiers dans la Vienne. Avant de recouvrer leur liberté, ils vont travailler à la réinsertion, encadrés par une équipe de professionnels et de bénévoles. Le projet a été lancé en 2020, imaginé sur le même modèle de ferme Emmaüs qu'en Picardie, pour la réinsertion des personnes détenues en fin de peine. Le placement à l'extérieur a prouvé son efficacité et ce type de structure n'existait pas dans la région, explique ce matin dans nos colonnes Bruno Vautrin, le fondateur et le directeur de la ferme. Alors, quelle est l'ambition de ce projet ? En relation avec l'administration pénitentiaire, c'est d'aider, durant 6 à 18 mois, les résidents à préparer un nouveau projet de vie à l'extérieur. Où est-ce que je vais m'installer ? Dans quel type de logement ? Quoi faire comme activité professionnelle ? Comment accéder à mes droits ? Comment retrouver des repères familiaux et amicaux ? Comment retrouver en somme une autonomie après une longue peine de prison ? Un 4e résident doit arriver en mars prochain. Il devrait être 8 fin 2023 et 12 au total fin 2024. Ce lieu ouvert a été financé à hauteur de 700 000 €. Roger a 57 ans, Youssef 22, et ils expliquent dans nos colonnes ce que ça leur a fait de retrouver le goût de la liberté. L'un des deux raconte qu'il faut se réhabituer à la vie en communauté, se respecter les uns les autres, et il essaye d'en rigoler, sinon je sais bien que ça sera vite le retour à la case départ. Père d'une petite fille, Youssef, quant à lui, est le plus jeune des résidents. Il explique que c'est un prof qui nous a présenté ce projet en détention. J'ai fait une lettre de candidature, le feeling est bien passé lors du premier rendez-vous d'entretien. Ça me plaisait comparé au bracelet électronique. Là, j'ai un travail, un logement, une aide sociale. Monsieur le sénateur, j'ai une question pour vous. Selon vous, ces structures devraient-elles se généraliser sur tout le territoire pour une meilleure réintégration des détenus en fin de peine ? Est-ce que ça vous semble être une bonne idée ? À question simple, réponse claire, la réponse est oui, évidemment. Ce qui est presque stupéfiant dans une grande démocratie comme la France, c'est qu'on en soit à se poser ce genre de questions. Le système pénitentiaire allemand réalise déjà cette qualité de préparation du retour à la vie civile. Nous, notre débat en matière de politique pénitentiaire et de politique pénale, c'est augmenter les peines. Mais ce qui assure la sécurité des Français, c'est pas la durée de la peine, c'est la manière dont le détenu sortant de prison va se réinsérer ou récidiver. On entend parfois dire la prison c'est l'école du crime ou de la délinquance. C'est un peu vrai parfois, malgré les efforts de l'administration pénitentiaire, la générosité de nos surveillants. Mais le service pénitentiaire en France est un grand service public délaissé. Il y a trop de sorties qu'on qualifie de sorties sèches. La protection de la société et l'humanisme qui doit nous inspirer commandent l'une et l'autre d'avoir une politique de réinsertion qui commence par la formation, le soin parfois en prison, le travail en prison, et puis surtout en fin de peine, une généralisation des adaptations de la détention
à une sortie progressive. Il ne faut pas que le détenu, au fil des années, soit de plus en plus désinséré. Il faut l'inverse, c'est-à-dire qu'au fil des années, il soit de mieux en mieux insérable. Alors on ne réussit pas toujours. Je ne suis pas naïf. Il ne faut pas s'imaginer que par un coup de baguette magique, on va faire des citoyens modèles à partir de délinquants ou de criminels qui sont enracinés dans leur marginalité. Mais renoncer par avance, ce n'est pas tout à fait le cas, je ne veux pas non plus exagérer, mais j'essaye de me faire comprendre, renoncer par avance à préparer la réinsertion professionnelle, familiale, par les relations avec la famille, quand elles subsistent, et avoir une progressivité dans le départ de la prison, être dans des établissements de semi-liberté, tout ceci doit être développé. Quantitativement, nous n'avons pas suffisamment de places en prison. Elles sont saturées. Il y a eu des promesses il y a 6 ans. Elles n'ont pas été tenues, de création de 16 000 places de prison. Et je ne veux pas dire des places de prison de haute sécurité. Je veux aussi dire des places dans des établissements intermédiaires entre la prison traditionnelle et la liberté. Donc quantitativement, on n'a pas fait le travail. Et qualitativement, malgré, encore une fois, la qualité humaine de nos services pénitentiaires et des services de réinsertion, nous n'avons pas les moyens humains d'accompagnement. Et je crois que ça, c'est vital. Et les Français doivent se dire, il ne suffit pas d'allonger une peine de prison dans le code pénal de 5 ans à 10 ans pour régler nos problèmes de sécurité. La sécurité, elle viendra de la qualité de la réinsertion. Justement, un mot là-dessus, puisque la commission des lois de l'Assemblée nationale examine aujourd'hui une proposition de loi du groupe Horizon, donc de la majorité présidentielle, pour mieux lutter contre la récidive. Il entend notamment rétablir les peines planchers pour certains délits de violence commis en récidive. Est-ce que c'est une bonne idée ? La sévérité est un des volets de l'action pénale. Mais comme j'ai essayé de l'expliquer avec beaucoup de conviction, ça n'est qu'un des volets, et c'est peut-être pas l'essentiel aujourd'hui. C'est trop facile d'avoir un succès d'estime auprès des Français en leur disant, en cas de récidive, je vais aggraver les peines par les peines planchères. On en a fait l'expérience. Ça a effectivement permis de rehausser le niveau des peines. Ça peut avoir un caractère dissuasif, mais reconnaissons-le. Le caractère dissuasif existe déjà quand on est à 5 ans de prison, et quand on passe à 7 ans, il existe encore, mais ça ne change pas la face du monde pour le délinquant. Donc attention à ne pas avoir une politique qui consiste uniquement à aggraver les peines. On peut l'envisager dans certains cas tout en ayant une bonne échelle de peine, mais il faut mettre le paquet, si j'ose dire, sur la préparation de la sortie, car c'est là que le danger vient. Et si vous condamnez à 7 ans au lieu de 5 ans, vous aurez toujours le problème de la sortie. On va remercier Delphine. Merci beaucoup, Delphine, d'avoir été avec nous ce matin. On regarde la une de la Nouvelle République, des détenus envoyés à la ferme à Lusignan. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup, Delphine Blanchard. Un dernier mot sur un autre sujet. Emmanuel Macron planche sur la réforme des institutions. Il s'est entretenu avec Gérard Larcher lundi. Est-ce que c'est le moment de lancer ce chantier pour vous ? Il n'y a pas de mauvais moment pour améliorer le fonctionnement de notre démocratie. Je crois qu'au cours des dernières années, il a plutôt été dégradé qu'amélioré. Qu'est-ce qu'il faut mettre alors dans cette réforme ? Dans une réforme des institutions, il faut faire 2 choses. Rééquilibrer. Pourquoi est-ce que le président Macron s'est à plusieurs reprises et encore aujourd'hui trouvé tout seul face à la foule ? Je veux dire la foule, pour ne pas dire le peuple, parce que certaines personnes pensent qu'il suffit d'être la foule pour pouvoir représenter le peuple. Ça n'est pas le cas. Mais pourquoi le président de la République se retrouve tout seul ? Tout simplement parce qu'il a organisé lui-même son isolement avec une sorte d'unité fonctionnelle, président, gouvernement, majorité à l'Assemblée nationale, qui lui donne les pleins pouvoirs. Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et l'équilibre fondamental, il vient du fait que le Parlement joue pleinement son rôle. Aujourd'hui, le Sénat joue pleinement son rôle, mais le Parlement, globalement, ne le joue pas suffisamment. Donc, le premier impératif, si on veut qu'une réforme
soit démocratiquement utile, c'est de renforcer le pouvoir du Parlement. Il y a un deuxième impératif, c'est de lutter contre le centralisme et l'étatisme qui sont le propre de la culture politique française. Et je crois véritablement que renforcer les libertés locales, renforcer la commune, renforcer nos départements, nos régions peut-être aussi, c'est un impératif démocratique. Et il y a un troisième élément. Arrêtons de raconter des histoires aux gens. La démocratie, ça n'est pas une centaine d'hommes et de femmes sélectionnés à partir d'un échantillon qui a été mis au point par des organismes de sondage pour prétendre qu'il représente le peuple français. Donc stop aux conventions citoyennes. Mais écoutez, c'est un attrape-nigaud, la Convention citoyenne. 100 personnes représentent la France alors qu'elles ne sont pas élues. Vous feriez un sondage avec 100 personnes. Que dirait la commission des sondages ? Elle vous dirait, ce sondage n'est pas valable. Vous devez maintenant publier dans la presse des démentis aux résultats qu'il a fait apparaître. Donc, revenons aux fondamentaux de la démocratie représentative et puis utilisons le référendum de temps en temps. Monsieur Macron a peur du référendum et ça contribue à l'isoler aussi. Merci Philippe Bas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous reviendrez nous voir prochainement puisqu'il y a beaucoup de textes qui vous concernent. Moi j'aime beaucoup venir vous voir. Vous reviendrez très vite. Merci beaucoup si vous acceptez. Merci d'avoir été avec nous. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, on reparlera de la réforme des retraites. L'examen se poursuit à l'Assemblée nationale. L'index senior a été rejeté, premier revers pour le gouvernement. On en parle tout de suite avec notre prochain invité, c'est Sébastien Chenu.